Ok, donc, euh, euh, donc on a déjà parlé de la sorcellerie, on peut en dire beaucoup plus, mais c'est un sujet auquel j'ai voulu m'échapper à un certain moment. C'est un sujet très très compliqué, et très déprimant aussi. Donc, c'est pas on accuse souvent les anthropologues d'aimer la sorcellerie ou d'être. Moi, je n'aime pas du tout. C'est vraiment ce que j'ai vu avec les familles au village. Bon, pas seulement au village, mais des familles qui passent aussi à la ville. Ça rend pas heureux. Mais c'est un sujet, je crois. Il faut essayer de confronter ça, on ne peut pas le nier. Mais donc, ma solution a été d'essayer de, de historiciser, de montrer le contexte dans lequel les accusations, les soupçons émergent et aussi de l'approcher sous un angle comparatif que ça traite des problèmes qui sont partout dans la société. Mais oui, c'est vraiment un autre sujet sur lequel j'ai publié, surtout dans les années 70 et finalement livre en 2009, c'est l'autochtonie, l'autochtonie et la citoyenneté. Et là aussi, c'est un sujet qui m'est arrivé par hasard. Donc, je ne sais pas si je suis honnête. Mais moi, j'ai toujours. Je crois que les sujets me viennent par le terrain. Mais je crois que c'est vrai. Mais on dit souvent que les anthropologues aiment toujours prétendre que c'est le terrain qui les a imposé certains sujets. Je sais pas, mais c'est vrai que j'avais pas tellement des idées sur l'autochtonie. L'autochtonie était un terme qui était là au village, certainement. Bon, c'est vrai, peut-être tu as raison dans le sens que à la grande époque de nation building, de conscience nationale, donc pour le Cameroun, les années 60-70, c'était un terme interdit. Parce qu'on devait parler des Camerounais, je suis citoyen camerounais et pas je suis autochtone, mais c'était certainement là caché. Donc on parlait sans cesse, celui-là il est allogène. Mais le choc pour moi était que les Hollandais tout d'un coup commençaient à s'appeler autochtones, tandis que c'était juste au moment des années 90, au cours des années 90, lorsque l'Afrique occidentale et plus tard l'Afrique centrale était en flammes sur des sujets comme ça. En Côte d'Ivoire, la guerre civile et les luttes de Gbagbo et tout ça, c'était dans des termes autochtones et allochtones. Au Cameroun, au même moment, il y avait des riots, hein? Des émeutes. Des émeutes, oui. Il y avait des émeutes qui se disent, non, on pourrait dire que c'était des émeutes ethniques, mais en réalité c'était un terme autochtone et allochtone. Et Rwanda et l'Est du Congo et Kinshasa aussi, c'était plein de ça. Et juste à ce moment, les Hollandais adoptaient la notion d'autochtonie. Donc, et ce que j'ai aimé, maintenant je suis membre d'un projet de recherche de Elisio Macamo, c'est un anthropologue, c'est un sociologue, il ne se dit pas anthropologue. C'est un sociologue très doué d'origine mozambicaine,
à Bâle. Et il a tout un projet sur reversing the gaze, renvoyer le regard, ou je sais pas, renverser, je sais pas. En tout cas, et il a beaucoup aimé le livre parce que pour lui c'était un effort, une lecture des Pays-Bas par l'Afrique. An African reading of Dutch citizenship. Et donc, j'ai beaucoup aimé ça. Et c'était aussi un peu urgent c'était pas un peu, c'était vraiment urgent de montrer, avertir les Hollandais ce que la notion d'autochtonie peut faire, comme en Côte d'Ivoire au Cameroun. Mais, tandis que dans cet effort, c'est complètement été malaisé, ça a failli complètement parce que aux Pays-Bas, ça n'a guère. Il y a eu d'attention, mais c'est même les journaux n'ont pas. Ça devait être. Il devait être entendu dans plusieurs journaux, mais ils n'ont tout pas fait finalement. C'est aussi parce que j'attaquais un des meneurs du débat qui était affronté parce que c'est toute une histoire. En tout cas, aux Pays-Bas, l'attention a été très très restreinte, tandis qu'en Afrique, pour les africanistes, il y a beaucoup d'intérêt dans le livre, en anthropologie aussi, mais pas pour les Hollandais. L'histoire est que ce que je trouvais très très intéressant, c'est aussi que lorsque je commençais à faire des papiers sur ce sujet, les audiences anglophones disaient toujours que ce n'était pas un terme anglais, autochtone. Que c'était, pour eux, c'était un terme scientifique et géologique sur Allochthonous rocks, des pierres qui venaient d'ailleurs, mais ce n'était pas un terme. Donc je disais, c'est dans le Oxford Dictionary, oui, mais c'est pas vraiment un terme. Et maintenant, dans la littérature anglophone, c'est partout autochtone. Donc, ce qui m'intéressait dans ce sujet, c'était surtout, je parlais d'une global conjuncture of belonging, d'une conjoncture globale d'appartenance, donc une obsession, et je crois que c'est tout de même. C'est de nouveau une sorte d'intérêt plus général qui m'intéressait. Donc, dans les années 90, il y avait le New World Order, le nouvel ordre du monde, qui serait sur globalisation, sur cosmopolitanisme. Et au lieu de ça, on a eu une. Bush senior a dit ça. Au lieu de ça, on a eu une New World Order sur des conflits parochiaux, on peut dire que parochiaux. Parochial conflicts, des ethnies communautaires, etc., des conflits très très violents. Et là, c'est une sorte de. Je trouve c'est un développement choquant. Donc, dans les années 90, les Hollandais étaient tout d'un coup obsédés par définir la culture autochtone des hollandaises, tandis que dans les années 70, on trouvait toute notion de culture hollandaise, on trouvait assez vieux jeu et quelque chose du nationalisme d'une époque passée. Et maintenant, c'est un grand sujet et ça a à faire avec l'immigration, évidemment. Et donc, autochtonie, c'est une sorte de négation qu'il y a eu toujours. La migration, c'est quelque chose d'exceptionnel. Normal, on reste sur place et les migrants sont exceptionnels, ce qui n'est pas du tout vrai. Donc, mais ça m'a mené dans des débats où j'étais très étonné parce que les gens des Indigenous Studies m'ont attaqué beaucoup, et surtout les gens de Québec. C'était vraiment marrant. On a eu une grande conférence sur l'autochtonie à Paris,
École des hautes études. Oh, j'ai oublié le nom. Mais là, c'était géré par des Québécois surtout. C'était une femme française qui a eu assis sur autochtonie, surtout Nouvelle-Calédonie, la Calédonie nouvelle, mais aussi Québec. Et les Québécois étaient très présents là, et c'était le moment où le United Nations Working Group of Indigenous People avait décidé que la traduction française des indigenous ne pouvait pas être indigène, c'est trop grave, indigène, donc ça devait être autochtone. Et moi j'étais là avec un collègue du Congo et on disait, bon, si United Nations Working Group veut décider ça, mais autochtonie a sa propre histoire partout au monde. Donc là, vous aurez des difficultés de malentendus parce qu'il faut respecter aussi comment les gens utilisent ce terme. Donc, mais c'est une histoire assez artificielle. Donc, c'est comme ça que j'ai suivi autochtonie à l'histoire et j'ai été très très surpris parce que ça revenait directement à Athènes. Athènes de Socrate et de Platon, qui étaient tous de grands champions d'autochtonie à mode. Et même Euripède, donc je trouvais vraiment intéressant. Donc j'ai relu les tragédies d'Euripède surtout. Euripède, on dit ça? Euripide. Il était un grand champion d'autochtonie à l'époque où Athènes était assiégée par Sparte. C'était sur Périclès, à cette époque. Parce que les Athéniens croyaient que c'est un très beau mythe, mais ça ira trop bon, rapidement. C'est un très beau mythe, c'est que les Athéniens seraient nés de la terre. C'est Nicole Leroux, c'est une grande historienne française qui a. Donc le mythe est que la déesse Athènes était attaquée par Héphaïstos, qui est invalide, mais qui a des bras très très forts, le forgeron. Et il a essayé de la violer, il a éjaculé sur sa robe, sur son péplos, et là, elle a pris sa glaive, elle a coupé ça de sauve, dégusté, qu'est-ce qu'on dit? Et ça s'est tombé par terre, et c'est de ces mains que les Athéniens sont nés, parce que comme ça, ils sont nés de la terre. Et pour les Athéniens, c'était apparemment très important, tandis c'était toujours en débat, mais pour eux, ça signifiait qu'il avait un talent spécial pour la démocratie. Donc, autochtonie, les autres sont Euripide a des phrases vraiment beaux, très poétiques. Donc, nous ne sommes pas comme les autres cités qui sont nées d'une mosaïque de toutes sortes de provenances. Nous sommes les vrais fils de la terre, etc. Et donc là, il faut autochtonie parce que c'était à l'époque Athènes la moitié était des métoïques, qui étaient souvent plus riches que les vrais citoyens. Et c'était très, très dangereux aussi parce que si quelqu'un, qu'est-ce qu'on dit, gossip, quelqu'un avait des potineries sur ta naissance, que tu n'étais pas vrai autochtone, tu pouvais l'appeler devant le conseil, et si le conseil te donnait tort, tu serais vendu en esclave, tu perdrais sa citoyenneté, tu pourrais être vendu comme esclave, mais si celui qui t'avait accusé avait tort, il serait vendu comme esclave. Donc c'est vraiment une bataille. C'est un peu comme la mise en scène en Côte d'Ivoire par Gbagbo. Là aussi, si tu n'avais pas un village de naissance, tu n'étais plus citoyen ivoirien, tu avais perdu ta citoyenneté. Donc, c'est pas du tout. Donc, donc, c'est très important. Donc, c'est ça notre argument. C'est très important de mettre ces concepts, de les suivre en histoire. Et donc, pour
l'Afrique française, c'est très clair, ce sont les colons qui ont introduit, donc, comment je l'appelle, celui de, au Niger, au Sénégal, Niger, le grand Empire Builder. C'est important, je peux aller regarder. Je dois aller regarder. Bon, je le ferai après, dans la pause. Donc il dit pas tous les indigènes, pas tous les indigènes sont des autochtones. Donc il essaie de faire une différence entre des groupes qui sont sur place, qui sont de vrais originaires, et surtout les grands empires avec lesquels les Français avaient beaucoup de difficultés, Samori et tout ça, les grands chefs tout couleur, ça serait des migrants c'était donc, et la France c'était contre les indirect rule, donc il ne faut pas gouverner par les chefs qui étaient tout de même, qui étaient des étrangers, il fallait gouverner par les autochtones, donc il fallait d'abord reconnaître les autochtones. Mais l'ironie est que dans ce livre, lorsqu'il a enfin découvert un peuple autochtone, ils sont toujours misérables et pauvres. Et donc, il dit donc quelques pages, tandis que les Dioula, par exemple, les grands bâtisseurs des empires, ils ont tout un chapitre, etc. Donc, il est clairement plus. Donc, dès le début, ça a eu. Autochtone, ça veut dire aussi un peu. Rustre, stupide, etc. Donc, mais ça a beaucoup. Ce jargon français est vraiment implanté en Afrique occidentale, en Afrique francophone, partout. Donc là, l'histoire est claire, mais oui, le Québécois, donc la conférence était intéressante, donc là, on a dit, bon, mais en Afrique, ça a une toute autre histoire. Et le résultat, par exemple, maintenant au Cameroun, on a deux formes d'autochtonie. Donc il y a des peuples autochtones et des peuples autochtones vulnérables. Donc les Pygmées et les pastoralistes sont des peuples autochtones vulnérables, ce qui mène à une confusion. Donc évidemment, il y avait un vrai enjeu, parce que ça a à faire avec même la notion indigène, c'est complètement politique. C'est pas du tout, on ne peut pas faire sortir de l'histoire. C'est imposer une sorte de modèle de pureté de nouveau qui n'est pas du tout. C'est partout politique. Mais donc là, il y avait une. Donc pour l'exemple africain, les Québécois, bon, mais pour les Hollandais, il était. Donc là, une femme a dit, bon, si les Hollandais, elle était dans ce panel derrière la table. Elle a dit si les Hollandais sont aussi fous que s'appeler autochtones, c'est leur affaire, mais les Nations Unies ont décidé que autochtone est la traduction de indigenous de là. On a dit, bon, c'est pénible si les États-Unis vont faire les décisions, quoi, en termes sur la signification de. Donc, mais les Québécois, ils n'aiment pas de plaisanterie sur ça. Assister à d'autres, ils deviennent furieux toujours. Tandis que là aussi, indigène, aussi autochtone dans leur sens, c'est pas. Donc, dernièrement, j'ai fait pour moi, une clé pour tout ça, c'est la notion de belonging. Je suis très frappé par. C'est un terme en anglais, c'est pas traduisible. J'ai fait un article sur. Comment ça s'appelle? Notion Word. Par Fassin Didier Fassin et Vidadas. Je dois vérifier, je peux regarder tout ça. Donc, belonging, ça ne se traduit pas dans d'autres langues. En français, appartenance, c'est pas du tout. Belonging, ce qui triche, c'est le mot longing. Donc, ça donne la notion quelque chose de nostalgie, une sorte de émotion. Et donc, tandis que tous les autres, enfin, c'est nous, c'est belonging,
en allemand, c'est Zugehörigkeit. Et ça ne donne pas du tout tandis qu'en anglais, belonging, ça a quelque chose. Et je crois que le grand problème est donc, dans tous ces débats sur autochtonie, sur indigénité, c'est de comprendre l'émotion. Donc c'était c'est un autre exemple on peut dire beaucoup contre la distinction contre Nora et mémoire et histoire, mais c'est autochtonie, c'est sur mémoire et ça prétend être sur histoire, mais en réalité c'est sur mémoire et ça déteste la vraie histoire. Donc c'est très facile à debunk, de percer ces notions, à montrer que l'historicité, c'est toujours très très problème. Les autochtones, comme au Cameroun, les Douala disent qu'ils sont des autochtones, même les Athéniens, tous ces groupes ont des mythes qui sont venus d'ailleurs, et donc là, c'est c'est historique, et les Hollandais aussi, c'est pas du tout qui est autochtone. Et souvent, être migrant est une sorte beaucoup de chefs mettre l'accent sur qu'ils sont venus d'ailleurs pour prendre, etc. Donc, mais ça c'est très facile, mais c'est pas. Lorsque j'écrivais le livre, j'avais l'idée, bon, à quoi ça sert de souligner ça parce que ici les gens de Wilders, le populisme, ça, ils s'en foutent que la notion d'autochtonie, c'est une notion très tricheuse. Et au Cameroun aussi, il y a deux personnes. Donc, ce qui est important, c'est de comprendre pourquoi ces notions sont tellement viscérales, puissance viscérale, qu'est-ce qu'on. Barely, ça vient d'en bas. Ce sont des émotions très très profondes, c'est hautement mobilisateur. Donc, pour ça, j'ai ajouté un chapitre sur Rituals of Belonging. Mais je ne sais pas, ça. Il y a des gens qui ont porté attention. Donc ça veut dire que c'est très important ça ne vient pas naturellement. Ils ont ces notions, donc je suis autochtone, c'est ma terre, ça a besoin d'être affirmé. Donc au Cameroun, par exemple, partout, dans beaucoup de parties de l'Afrique, l'enterrement est très important. L'enterrement est dans. Oui, oui, l'enterrement est dans beaucoup de respect, une célébration de belonging. Donc, partout l'Afrique, il faut être enterré au village. Les urbains doivent revenir au village. C'est un moment très pénible parce que les villageois sont toujours très mécontents de ce que les frères en ville ne distribuent pas assez, etc. Et c'est un moment où c'est vraiment, moi je trouve toujours intéressant. Donc Birgit Meyer, elle utilise le mot esthétique, dans un sens de condensation. Selon elle, on a pris esthétique beaucoup trop dans le sens de Kant, mais Aristote, moi je ne suis pas sûr de ça, mais Aristote avait tout autre. Donc, esthétique, c'est la condensation de plusieurs émotions. Et ça, c'est donc l'enterrement en Afrique, c'est un moment vraiment, donc on danse, on chante, on mange, on est sous, on bouge tout le temps, donc tous les sens sont condensés à imposer l'idée, c'est ici que donc on voit souvent les urbains qui sont mal à l'aise dans le village, qui sont négligés toujours, et qui sont punis aussi, qui sont entraînés par le rituel, ils doivent danser aussi, ils deviennent sourds, etc., etc. Donc, et ça, j'ai essayé de montrer que l'autochtonie aux Pays-Bas, par exemple, comme exemple, ça a un manque de tels rituals of belonging. Donc ça, on essaye de acting out, agir, belonging,
par des cérémonies après les examens de citoyenneté, etc. Mais ça ne fonctionne pas du tout. Et pour moi, c'est ce que je trouvais intéressant, c'est le seul moment où je reconnais quelque chose comme ce que l'enterrement fait chez les Macas, c'est les hooligans, c'est le public, l'audience des grands événements sportifs. Et là, si tu vas aussi l'assujettissement de Foucault, c'est vraiment un bon exemple que euh, le sujet disparaît dans la foule, plus ou moins. Donc, et la foule, est ce que je trouve très bien, je devais faire plus sur ça, mais la foule réagit sans des leaders. Donc, l'enterrement, la foule lors de l'enterrement en Afrique n'a pas besoin de leader qui dit ça ou ça. Ça commence, ça arrive comme ça. Et de même pour les hooligans dans l'État, on ne sait pas qui agit, donc ça devient vraiment, on devient sujet dans les deux sens. On est assujetti au rituel, mais on est en même temps sujet du rituel. Donc, là, mais si ça aide beaucoup, mais c'est de grande énigme, c'est pourquoi ces notions ont une puissance viscérale, une bubble feeling, on dit en anglais, et que ça mobilise tellement. Ok, mais j'ai presque fini sur l'autochtone. Je dois continuer sur l'autochtone. Qu'est-ce que c'est? Non, je crois. Ok. On coupe et on fait encore une sur franc-maçonnerie.